Bon, je vais quand même. Bonjour. C'est difficile de passer derrière Jacques, hein, parce que quand même, il y a de la poésie, il y a de la connaissance, il y a tout, quoi. Bon, donc, et moi, je suis dans les peurs alimentaires. Donc, on va être sur un sujet peut-être moins satisfaisant. Ceci étant, j'ai essayé, puisque la matinée était consacrée au plaisir et aux peurs, j'ai essayé de concilier les deux en étant peut-être un tout petit peu provocateur de temps en temps. Alors attends, voilà. Bon. Donc ça, c'est le sommaire. Donc je vais vous parler, je m'en excuse auprès de celles et ceux qui étaient là hier. Je parlerai un tout petit peu d'incorporation. Hein, donc c'est pas que je radote, c'est que c'est quand même nécessaire. J'irai plus vite et j'essaierai de pas dire tout à fait la même chose. Après, bien, donc j'essaierai en tant que sociologue quand même, de faire une petite parenthèse sur les dangers, la différence entre danger, peur et risque, qui a été un petit peu évoqué à travers déjà les écrits de Madeleine. Et puis, comment les peurs alimentaires, ce sera surtout ça qui est intéressant et à partir duquel, après, on pourra peut-être un petit peu discuter, essayer de voir comment les peurs alimentaires peuvent aussi nous faire plaisir. Et j'essaierai d'imaginer 2 ou 3 scénarios possibles. Voilà, enfin, je vous la laisse quand même, je l'aime bien, celle-ci. Je trouve qu'elle est très belle. C'est fétiche pour moi. Bon, voilà. C'est pas forcément optimiste, mais c'est amusant. Bien. Donc, première chose, l'incorporation. Donc, quand on mange, bon, bien sûr, on incorpore, ça a été dit, un aliment ou un liquide, alors qui va peut-être nous raconter des histoires. On l'incorpore et bien sûr, je rebondis, si j'ose dire, sur ce que Jacques a pu dire tout à l'heure, qu'il a développé à travers, je dirais, les émotions sensorielles, l'approche, la vue, etc. Donc je ne vais pas vous redévelopper ça. Mais dès qu'on fait pénétrer en nous un aliment solide ou liquide, ou gazeux, hein, bon, le gaz aussi rentre dans cette catégorie, on se dit, et c'est déjà une prise de risque, et c'est une forme de peur, on se dit que cette intrusion peut, pour notre intimité, être fatale. C'est-à-dire que je peux m'empoisonner, c'est-à-dire que ce que je mange peut m'empoisonner, mais en même temps, j'ai besoin de manger. Ce qui a été dit à propos des ergots en Sologne, etc. C'est-à-dire qu'on voit bien comment, d'un seul coup, il y a une prise de risque nécessaire, je dirais, et que cette incorporation donc, d'un aliment peut modifier notre vitalité, peut modifier notre paraître. Il est évident que si on a toujours d'excellents vins, s'il faut tous les jours manger du foie gras pour accompagner ce vin, je pense qu'on a intérêt à faire beaucoup d'exercices physiques et que sans ça, notre corps s'en ressentira. Si on boit trop de vin de façon déraisonnable, je pense que notre nez et notre visage en témoignera aussi au bout d'un certain temps. C'est-à-dire qu'on voit bien comment quelque part, il y a des risques, des prises de risques à faire par rapport à son corps, par rapport à son paraître, par rapport à sa vitalité et aussi par rapport à sa spiritualité. Si j'accepte de boire ou de manger ça, ça veut dire que quelque part, j'accepte toutes les conditions qui ont conduit, pour reprendre ce que Jacques a dit tout à l'heure, à ce sacrifice qui me permet de verbaliser. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, manger un aliment, c'est détruire quelque chose et en même temps reconstruire sa personnalité à partir de cette destruction. Jean-Paul Aron parlait beaucoup de la destruction de la table, justement. C'est-à-dire qu'un repas, c'est une mise en scène qu'on détruit et qu'on s'approprie et on se construit à travers tout ça. Donc il y a des prises de risque qu'on n'accepte pas. Il y a des dangers dans ces prises de risque et il y a bien sûr des peurs alimentaires qui vont les accompagner. Dans cette prise de risque de l'incorporation, on est aidé, parce que nous sommes des animaux sociaux, on est aidé par nos cultures, par nos éducations, et donc on va distinguer 3 répertoires du comestible. Donc ça c'est l'anthropologue ou le sociologue qui parle là. Il y a 3 répertoires du comestible qui vont, j'allais dire,
nous sécuriser, nous rassurer, c'est-à-dire que quelque part, n'aie pas peur. Alors, reprenons l'exemple, je me souviens, Jacques peut en témoigner, avec l'amertume. Bon, il est évident qu'un enfant de 3 ou 4 ans auquel on va donner des endives, je me souviens de la première classe du goût, hein, il va la recracher parce que c'est amer et parce que l'amertume va déclencher en nous une sorte de peur qui fait qu'il ne faut pas manger ça parce que nos sens nous disent c'est pas mangeable, c'est poison, l'amertume est poison. Bon, sauf que, je reviendrai peut-être tout à l'heure, sauf que quand Jacques faisait dans la première classe du goût avec les enfants cuisiner les endives, donc ils étaient acteurs, on leur faisait cuisiner les endives avec du bacon, on faisait déglacer la poêle, et d'un seul coup, et après un petit peu de crème fraîche, etc., et d'un seul coup, et moi je l'ai pratiqué sur d'autres enfants après et sur mes petits-enfants maintenant, et mes enfants avant, et donc on s'aperçoit que d'un seul coup, l'amertume est tout à fait acceptable, parce que autour de cette appropriation dont on devient acteur, on va avoir donc un apprentissage qui fait que ce qui me paraissait comme du poison initialement devient quelque chose qui, petit à petit, alors on a parlé tout à l'heure, je crois qu'on a parlé de néophobie, petit à petit, cette néophobie, justifiée par l'émotion sensorielle, hein, en l'occurrence là, va devenir quelque chose qui peut déboucher sur du plaisir. Et on dit, et ça se vérifie à travers les enquêtes que j'ai pu faire et peux continuer à faire, que plus on vieillit, donc plus notre âge est grand et plus finalement on est attiré vers des formes d'amertume en même temps que des formes de sucré, hein, et que par exemple les rancios sont des vins qui plaisent plus quand on a un certain âge que la gentiane ou un certain nombre de goûts vont finalement faire davantage plaisir à des personnes âgées parce qu'il y a un apprentissage, il y a une chose comme ça, on s'habitue et on apprécie de plus en plus et on se fait plaisir avec un certain nombre de saveurs ou d'émotions gustatives qui se passent. On pourra en discuter tout à l'heure. Donc on voit comment finalement la société, pour nous éduquer au goût, pour nous éduquer à ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger, ce qui est dangereux, pas dangereux, va nous proposer des répertoires, qui sont ces 3 répertoires alimentaires, qui est le répertoire de ce qui est mangeable. Alors je l'ai dit hier, mais je me répète, hein, le mangeable, le porc est mangeable. Bon. Mais pour certaines personnes, il ne va pas être considéré comme comestible. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est... vous voyez bien la différence. On peut le manger, mais pour moi, ce n'est pas comestible. C'est-à-dire que, quelque part, il y a donc une frontière entre ce qui peut rentrer dans l'ordre du mangeable et puis ce qui, finalement, peut être comestible. Bon, j'ai parlé de la sauterelle et de mon grand-père auquel je n'aurais pas pu donner hier. Je veux dire, si mon grand-père, il y a 40 ans, j'avais proposé des sauterelles, il m'a dit « mais tu te fous de moi hein ?» Bon, c'était pas de l'ordre du comestible. Bon, c'est mangeable. Bon, mais c'était même pas dans le repère du mangeable il y a 40 ans. Bon, je me souviens d'enquêtes qu'on avait faites dans le Sud-Ouest, dans des maisons de retraite, près de personnes relativement âgées, auxquelles gentiment le personnel des EHPAD proposait, pour égayer la triste salade proposée, des grains de maïs, sauf que ces personnes qui étaient dans des maisons de retraite étaient d'anciens personnes qui avaient élevé des canards et que le peu de force qui leur restait consistait à jeter la salade à la tête de l'aide-soignante qui arrivait ou de la personne en disant « vous foutez de moi » parce qu'on me considère comme un animal. C'est-à-dire que le maïs n'était pas pour eux comestible. C'est-à-dire que quelque part, c'est mangeable. Hein, enfin, si vous voulez, ça rentre dans le comestible, mais c'est pas mangeable. Etc. On voit bien comment là, il y a 2 niveaux qui sont importants. Le répertoire du culinaire, bon, tout à l'heure, on a cité la pomme de terre. Bon, la pomme de terre, à partir du moment où on imaginait, on a pensé, pour reprendre Lévi-Strauss, que c'est quelque chose qui peut entrer en nous,
sous forme d'un aliment, la pomme de terre, comment est-ce que je vais la cuisiner? Est-ce que je la coupe en bâtons, je la mets dans de la friture? Est-ce que je la coupe en tranches et je la mets dans de la graisse d'oie? Est-ce que je la coupe en tranches un tout petit peu plus fines et je la fais gratiner au four? On voit bien que d'un seul coup, des régions, des identités vont apparaître qui font que je suis plutôt belge comme Régis, ou et je vais aller vers la frite, ou je suis dans le gratin dauphinois, ou dans la pomme de terre sarladaise, etc. C'est-à-dire qu'on voit bien comment, d'un seul coup, le collectif construit pour partie aussi nos références. Il nous rassure. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur, parce que la grand-mère, le père, enfin, qui vous voudrez, les pères à Péry, vont nous dire « ça, tu peux manger, tu risques rien ». On risque toujours quelque chose, le risque zéro n'existe pas. Mais on est rassuré puisqu'il y a un conformisme qui se met en place et donc cette chose va bien. Et puis bien sûr, le répertoire gastronomique, et là on a eu un très très bel exemple avec l'exposé merveilleux de Jacques tout à l'heure, puisque dans le répertoire gastronomique, c'est que je me pense, alors j'insiste là-dessus, je dis toujours ça aux personnes, qu'est-ce que c'est pour moi le gastronomique? Je me pense en train de manger ou de boire. C'est-à-dire qu'il faut se penser. Cet acte-là n'est pas un acte anodin. Je suis dans une incorporation, je pense à cette incorporation, je mobilise mon sensoriel, on est bien d'accord, pour profiter de cette incorporation. Donc je me pense en train de manger, je me pense en train de boire, et j'en ressens du plaisir. Et j'en ressens du plaisir, pourquoi ? Alors, il y a plusieurs stratégies possibles de plaisir. La première stratégie de plaisir, c'est bien sûr, ça, c'est la Madeleine de, non pas Ferrière, mais de Proust, c'est-à-dire que, quelque part, ça me rappelle, c'est la mémoire, c'est où je retrouve ce territoire, où je retrouve l'émotion de mes vacances, où je retrouve le goût d'un voyage ou mon enfance, peu importe, quelque part, donc le souvenir, la mémoire d'un moment hyper agréable va être ressuscité, je dirais, ou réactivé par cette dégustation pour laquelle j'ai mobilisé mon sensoriel. Une autre façon de construire son plaisir, alors qui est plus, disons, de la haute cuisine, c'est que finalement, je suis le centre du monde. Hein. C'est le modèle Louis XIV. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui s'activent autour de moi, on ramasse des miettes que je n'ai pas encore faites, le chef a fait la cuisine pour moi ce matin, il m'apporte ça dans mon assiette, je suis le premier à manger ça, mais je risque rien, etc. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, je veux dire, votre ego est quasi boursouflé par cette mise en scène et ces soins qu'on vous apporte. Vous êtes le centre du monde et c'est hyper valorisant. Et bien sûr, vous ne pouvez pas dire quand vous avez mangé dans un restaurant étoilé, les gens qui sortent en disant « c'était dégueulasse et puis je m'en souviens pas ». Ça, c'est pareil, ça laisse toujours des souvenirs. Ça laisse toujours des souvenirs. Alors, on peut avoir l'équivalent dans des catégories plus modestes de la population. Je veux dire, on n'est pas obligé d'aller dans les 3 étoiles, tout ça. On va d'un seul coup, on s'est intéressé à moi et j'ai été valorisé par ceux qui avaient fait pour moi et qui me transmettaient, sinon un amour, mais une affection, etc. Et donc il y a toute cette chose-là qui, bien sûr, vont construire du plaisir c'est une deuxième stratégie. Donc, première stratégie, je dis, c'est le souvenir. La deuxième stratégie, c'est on s'occupe de moi et on s'occupe bien de moi. Un spécialiste ou quelqu'un fait preuve d'affection et s'est donné du mal pour moi et je suis valorisé par toutes ces marques sociales. Bon. Et puis la troisième stratégie du plaisir, qui est plus actuelle, qui est une stratégie qu'on retrouve beaucoup. Moi, quand j'ai travaillé sur les consommations adolescentes, on la voyait bien, et on s'aperçoit que dans une logique sans doute de jeunisme, certains ont parlé de jeunisme, c'est plus chez les adolescents maintenant, mais ça grimpe. C'est tout ce qui va être la street food, tout ce qui va être le ludique, tout ce qui est la miniaturisation, tout ce qui est les choses comme ça. C'est-à-dire que finalement, c'est le fun, quoi. C'est le fun, c'est le fooding, on va être là, alors c'est marrant, c'est tout. Et dans ces street food-là, ou dans toutes ces stratégies de miniaturisation de l'alimentation, de partage un petit peu où on transgresse les codes et tout, eh bien, il y a des souvenirs qui vont rester parce que en mangeant ça, on s'est amusé et en même temps qu'on s'amusait, les consommations pouvaient être bonnes. Donc on a ces 3 stratégies-là qui sont importantes. Alors, juste
Mais je ne veux pas trop déborder, pour l'instant ça va, je crois. C'est un mot que j'avais inventé il y a quelques années, un petit peu plus de 10 ans même. J'avais parlé, je préférais à la notion d'incorporation qui me paraît être porteuse d'une logique de passivité, puisque finalement vous incorporez selon des répertoires alimentaires que je viens de vous indiquer. Je préférais, moi, et je pense que c'est plus intéressant pour ce qui nous occupe aujourd'hui, la notion d'incorporation, c'est-à-dire où finalement le mangeur va être acteur, c'est-à-dire décide pas uniquement sur ce que l'on lui a appris à faire, mais va décider d'une prise de risque plus ou moins grande et du fait que j'en ai envie, je vais faire ceci, ou on m'oblige à faire ça, justement, je ne vais pas le faire. C'est-à-dire que mon incorporation est une forme d'affirmation de mon autonomie. Puisqu'on m'a dit que je n'avais pas le droit de le faire, je vais le faire, mais en même temps apparaît bien sûr les problèmes que je ne développerai pas de la prise de risque et de toutes les peurs qui peuvent apparaître. Voilà. Alors, quelles sont ces peurs ? Rapidement, donc, et sans reprendre ce qui a fort bien été écrit et lu par la suite chez Madeleine Ferrière, je dirais qu'en sociologie, on distingue quatre types de peurs. La première type de peur, c'est la peur du manque. La peur du manque, alors, elle existe, finalement, elle est toujours là. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas croire que parce qu'une peur n'est pas vue, elle est toujours en nous. Elle est toujours en nous. Hein. Bon. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui a été dit hier, je n'ai pas là aujourd'hui, mais je veux dire, je ne crois pas que dans une période de transition, n'importe quoi, quand B s'affirme, A disparaisse. Disons qu'on est toujours sur des valeurs, si vous voulez, donc ça a été ce que les sociologues ont appelé dans les ethos, ces constructions d'ethos. Il y a des valeurs dominantes à un moment, et puis des valeurs qui ne sont pas dominantes, mais on est toujours porteur. C'est-à-dire il y a des hiérarchies qui changent, il y a des dynamiques, mais il n'y a jamais disparition totale d'une chose. Donc la peur du manque, bon, c'est pas la peur de nos sociétés pour l'instant, elle existe ailleurs, malheureusement, et pour des raisons qu'on comprend bien, mais la peur du manque, elle est là. Bon, il y a la peur du manque, il y a la peur du trop, qui est une peur, la peur de l'excès. La peur de l'excès, qui est une peur qui, dans nos sociétés, est vraiment apparue, particulièrement avec la fin des Trente Glorieuses. Hein, ça a été le début du mouvement de consommérisme, etc., je dirais, exacerber la peur de l'excès. Il y a la peur de l'empoisonnement, qui est une vieille peur aussi. Alors, je dirais, et j'ai beaucoup aimé les livres de Madeleine que j'ai lus, hein, de Madeleine Ferrière, je dirais que moi, ce qui me semble intéressant du point de vue sociologue, c'est juste une réflexion, hein, je ne le développerai pas, c'est que la peur de l'empoisonnement, longtemps, mais Bruno qui est là pourra me contredire éventuellement, j'ai l'impression que quand on s'intéresse un peu aux histoires d'empoisonnement, il y avait une volonté de personnaliser l'empoisonneur, c'est-à-dire c'était le curé ou l'instit ou le meunier ou celui qui ne pensait pas. C'est-à-dire qu'il y a une personnalisation de l'empoisonneur. Alors que la nouveauté de nos sociétés, avec les modifications des moyens de communication, etc., et qu'à l'heure actuelle, l'empoisonneur, c'est quelque chose de confus, c'est une sorte d'altérité qu'on n'arrive pas bien à saisir, c'est Bruxelles, c'est machin, c'est-à-dire que quelque part, les personnes ont peur d'un empoisonneur dont ils sont incapables qui sont incapables de matérialiser réellement. Bon, et donc ça me paraît être quelque chose qui est une nouveauté et qui est bien sûr accentuateur et qui permet à certains de surfer sur cette peur de l'empoisonnement. Et puis la dernière peur, qui elle est une peur beaucoup plus récente, je pense que c'est une peur qu'on voit vraiment apparaître, on n'a pas tellement écrit là-dessus, pas beaucoup, mais moi ça m'intéresse, c'est la peur du regard de l'autre. La peur du regard de l'autre, c'est-à-dire la peur que du jugement de... Bon, alors je suis pas un fanat de Bourdieu, mais on l'avait quand même chez Bourdieu. Il ne le posait pas comme une peur, mais c'est quand même là. C'est-à-dire quelque part, il faut être conforme, il faut être il faut être conforme à l'attente de ce qu'on se figure que l'autre
attend de nous. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce que l'autre attend de nous, c'est ce qu'on se figure que l'autre attend de nous. Et donc, quelque part, il y a d'un seul coup une sorte d'angoisse. Je peux pas sortir comme ça, je suis pas bien maquillé, je suis pas bien coiffé. Alors, faut se décoiffer un peu plus, parce que à certains moments, il faut au contraire se laquer les cheveux, à d'autres, il faut se décoiffer. Peu importe la forme que ça prend, mais il faut être conforme à l'attente qu'on se figure être chez l'autre. Et ça, bien sûr, dans les peurs alimentaires, c'est très important parce qu'il ne faut pas que l'autre me voie manger ça, il ne faut pas que je mange ça en public, il ne faut pas que je mange ça parce qu'après je vais grossir et tout. Et donc il y a quelque part tout où je vais maigrir, où je vais être quelqu'un de méprisable parce que par ma consommation j'ai favorisé telle forme d'esclavage, telle forme de travail d'enfant, telle forme de rituel d'abattage, etc. Et ça, après, il y a tout un tas de choses qui, bien sûr, vont arriver. Et donc, bien sûr, ça, c'est des médias. Alors, c'est des vieux, j'ai pris des vieux trucs exprès. Hein. C'est pas tout neuf. Hein. C'est de 70, 60, enfin, j'aurais pu vous trouver même avant. Et donc, j'arrive à ces scénarios de peur, ce qui est finalement justifié mon titre, c'est-à-dire est-ce que la peur alimentaire ne vont pas parfois nous faire plaisir? Je dirais que justement, toute l'éducation alimentaire, c'est finalement d'arriver à dominer et à maîtriser, et que la construction de soi se fait à travers le fait que justement on surmonte ces peurs alimentaires. Je transgresse un interdit. Ma grand-mère, ou la vôtre, peu importe, hein, quand je dis ma grand-mère, c'est au sens général, hein, ma grand-mère m'interdisait de manger ses confitures. Elle savait fort bien que j'allais aller sur le placard la chercher, la confiture. Bon. Donc je transgresse un interdit, mais en même temps j'ai peur de me faire avoir, et ça participe au principe. Si la grand-mère dit rien et que finalement elle dit tu fais pas ça, mais que elle se tourne vers le jardin au moment où je monte sur l'escabeau, ça n'a pas de sens. Il faut quand même qu'il y ait un moment où la transgression s'accompagne de la crainte d'une punition, c'est-à-dire qu'on a une peur qui va être structurante. Bon, mon ami David Le Breton a travaillé sur l'ordalie, sur les jeux, sur un certain nombre de choses comme ça. Ça fait partie aussi d'une peur. C'est-à-dire que si on n'a pas de sens, ou si on se figure qu'on n'a pas de sens à sa vie, le fait de prendre un risque énorme et de sortir vainqueur du risque, et particulièrement le risque alimentaire, c'est... Alors, je ne sais pas s'il y a des urgentistes dans la salle, mais le nombre de personnes qui arrivent aux urgences avec les boudins, les concours du plus gros mangeur de boudins, c'est quand même quelque chose où finalement on prend le risque, et on prend le risque jusqu'à des choses qui peuvent être fatales. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien comment... Quand vous étiez môme, enfin je ne sais pas, j'espère, pour vous, moi je l'ai fait en tout cas, j'ai essayé de manger des vers de terre, hein, je veux dire c'est chiche, pas chiche. Bon, et on est sur un plaisir qui va laisser des souvenirs et qui en même temps est une peur alimentaire, parce que foutre un ver de terre dans sa bouche, c'est quand même pas rien. Bon, et donc, je pourrais multiplier les exemples comme ça, les rituels de plus ou moins faisant l'objet de pubs, particulièrement pour des moutardes, et on ne citera pas de nom, on voit bien les enfants qui se mettent à pleurer, etc. C'est un rituel initiatif, où on a peur d'aller vers des choses qui vont agresser, qui vont donc provoquer un certain nombre de choses comme ça. Bon. Et donc, quand on sort victorieux, on est plein de prestige, on a gagné. C'est-à-dire que quelque part, l'incorpore action, c'est un moyen de gagner et donc de vaincre une peur alimentaire, soit de l'entourage, soit du sien. Et j'arrive, pour terminer, sur les deux notions qui sont comment il y a du plaisir, finalement, il y a du plaisir à faire peur et il y a du plaisir à se faire peur. Alors le plaisir à faire peur, je reviens sur les images d'avant, il est bien évident que quand on est parent, on aime bien faire peur aux enfants en disant si tu manges ça, mais en même temps ça fait plaisir. Quelque part, il y a une sorte de complicité qui relève d'un plaisir de la convivialité que de jouer à faire peur à l'autre en disant faut pas que tu manges ça, tu sais ça va te faire ça. Bon, et puis bien sûr ça peut prendre des formes plus tragiques, c'est-à-dire que on va dire faut pas que tu manges ça dans les couples.
me souviens des reconstructions de couple à la retraite. On avait travaillé là-dessus. Alors c'était très intéressant. Parce que quand Germaine retrouve Tarzan, après une longue séparation, chacun travaillant de son côté, et quand d'un seul coup il y a obligation de vivre ensemble, ou en tout cas de partager un territoire à peu près commun, alors qui va avoir la cuisine, qui va avoir le garage, etc. Mais quelque part, si on ne fait pas les courses en accumulant, et qu'on mange ensemble, très rapidement, je me souviens de Bagro qui était en Effro et on avait travaillé là-dessus avec lui, donc ça remonte pas assez longtemps. Et ben la consultation, il y a Germaine prend rendez-vous pour son mari et vient avec le mari en disant « Docteur, faut le mettre au régime ». C'est-à-dire que le mettre au régime, parce qu'il va avoir du cholestérol. Non, peut-être pas encore, mais il va avoir du cholestérol, il va avoir du... Et donc, d'un seul coup, tout arrive, catastrophe. Hein, bon. Et donc, qu'est-ce que c'est en réalité ? C'est la prise de pouvoir, soit par, dans le cas des deux sœurs qui sont ensemble célibataires, il y a une des sœurs qui va dominer l'autre et donc à full auto-régime, ou c'est la femme qui va mettre le mari au régime, ou l'inverse, plus rare, mais ça existe aussi. Et donc d'un seul coup, vous avez toutes ces stratégies de pouvoir qui font plaisir. C'est-à-dire faire peur à l'autre, en disant tu vas voir ce qui va t'arriver, c'est un moyen de... Et donc, laisse-moi te guider. C'est-à-dire qu'on retrouve on n'est plus un corpore-action, on est dans l'incorporation, et les interdictions d'incorporation. Et donc les peurs alimentaires qui vont servir le truc. Et bien sûr, je vous ai dit, il y a la famille de façon complice, il y a le couple se reconstruisant, on pourrait trouver d'autres exemples. Bon, j'ai eu des enquêtes là-dessus, je l'ai faites, c'est pas des inventions, c'est pas du roman, et c'est pas ma vie du tout. La troisième chose, c'est bien sûr les médias. Les médias, et à travers les médias, tous les groupes qui vont jouer, on l'a vu, qui vont jouer à faire peur. Jouer à faire peur, qui construit bien sûr des pouvoirs, ne serait-ce que de vendre. Bon, juste pour terminer une anecdote, j'étais, très longtemps, quand il y a eu la deuxième crise de la vache folle, je me souviens, j'étais à Nantes, et le quotidien c'était Centre-Ouest, je crois, enfin je ne sais plus là-bas, avait fait les titres « La vache folle dans votre assiette ». Justement, elle n'était pas dans l'assiette. C'est pourquoi, alors je ne dis pas, c'est-à-dire qu'en réalité, et vous le savez, en journalisme, les personnes qui font les titres ne sont pas celles qui font les articles. Et donc, regardez le décalage qu'il y a entre le titre accrocheur qui fait peur et le texte derrière. Et on peut prendre n'importe quel journal. Hein. Dans Le Monde, je me souviens, les Français veulent bien manger. Alors, son gros titre, c'était bien. Et quand vous lisiez l'article, s'ils voulaient que des pizzas, que des machins comme ça. C'est-à-dire que, alors là, pour le coup, c'était à l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, d'un seul coup, on met en avant des choses qui ne sont pas. On joue à faire peur, on joue à rassurer, on joue, et quelquefois, il y a, je dirais, des utilisations qui, bien sûr, font plaisir à des groupes. Là, c'est plus du tout des individus, mais c'est des groupes qui vont être derrière et qui peuvent en tirer, d'une façon ou d'une autre, un certain nombre de plaisirs et de profits. Voilà, merci. Vous attendez. Il y en a une que je voulais vous montrer quand même. Voilà, c'était pas mal. Voilà, ça c'est de la prise de risque.